bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle partie des FAQ. Je vous remercie d'être là, les gens commencent à venir doucement. Bonne année tout le monde, mes meilleurs vœux, bonne résolution si vous en avez pris, et plein de bonnes choses pour la suite. Bonne continuation pour les gens qui ont commencé à reprendre le boulot éventuellement, ou les chemins de l'étude. Le chat est à vous, bien entendu, et vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Peut-on être illégitime de parler de cinéma? Absolument. Si tu vois une comédie musicale pour la première fois, je sais pas si tu as vu 2 comédies musicales dans ta vie, et dire que ce film c'est une révolution et tout ça, là c'est compliqué. Sachant qu'il y a quelqu'un à côté qui a vu énormément de comédies musicales, te dire non, je suis désolé, mais en fait c'est pas, tu te trompes complètement quoi. Donc là, oui, tu peux être illégitime. Tu es illégitime en fonction du poids de ta culture de cinéma. Parce que quand les mecs te disent ah oui, ça c'est un plan séquence, alors que tu vois qu'il y a des coupes, tu le vois, parce que techniquement tu es plus fin, que tu as une vision plus fine que l'autre. Voilà. À un moment, il y a aussi la légitimité parce que tu as plus de bagages que l'autre. Hein. Ça se joue sur ça, tu as plus d'expérience. Que penses-tu de la 3D au cinéma? C'est le déclin à ton avis? Je pense pas, puisque quand on aura Avatar 2, je pense qu'il nous fera une petite claque au niveau de la 3D. Je suis quand même sceptique d'entendre qu'on va voir le film en 3D sans les lunettes, mais écoute, s'il le dit, c'est qu'il a une idée derrière la tête, le Cameron. Et ça pourrait révolutionner l'utilisation de la 3D au cinéma. Dans l'exploitation de la 3D. Donc, écoutez, j'ai hâte de voir du coup. Mais à mon avis, il faudra rééquiper des salles, parce que avec le schéma actuel qu'on a, on peut pas proposer de la 3D avec les projecteurs et l'écran qu'on a. Enfin, sans lunettes? Comment on peut faire sans lunettes? Non, il y aura des salles spécialisées, je pense. Mais j'ai hâte de voir du coup. Mais le mec, il nous sort un épisode 11 ans après le premier. Pensez bien que ces 11 ans ont servi à des recherches et développement, hein, et pas que pour la technologie de la performance capture. Hein. Je pense que pour la 3D, il a aussi cherché. C'est quelqu'un qui, technologiquement, est très très au point, James Cameron. As-tu remarqué qu'actuellement Hollywood fait le plein de réalisateurs sud-américains et coréens? Sachant qu'Hollywood a toujours recruté en masse à l'étranger, cela peut-il laisser penser que le cinéma se fait maintenant en Asie et en Amérique du Sud? Sois assuré que le cinéma américain ne changera pas pour autant, ça c'est d'une part. Et de deux, le cinéma se fait en Asie et en Amérique du Sud, je suis pas sûr qu'on puisse raisonner comme ça. Et étant donné que tu dis, et c'est justement le cas, Hollywood a toujours recruté en masse à l'étranger. Je vois pas pourquoi maintenant, tout d'un coup, on considérerait Asie ou Amérique du Sud comme le nouveau fleuron du cinéma. Étant donné, il a toujours fait un petit peu partout, donc ils sont pas en odeur de sainteté, quoi. C'est plus médiatisé sur Internet. C'est peut-être pour ça que les noms nous reviennent, mais il y a beaucoup d'Allemands aussi hein, qui font des films là-bas, aux États-Unis. Il y a quand même des gens qui ont fait des films là-bas, qui sont ciné-américains ou coréens. C'est pas des films qui ont été des gros succès. Hein. Il y en a oui, mais il y en a d'autres non. Pas du tout. Donc bon. C'est encore une fois, je pense que c'est une affaire de tendance. Quand la tendance sera descendue, tout d'un coup, on ira ailleurs. Dans un sens, au final, je suis d'accord avec ta conclusion dans ta question. Peut-il laisser penser que le cinéma se fait maintenant? La tendance se fait maintenant, oui, dans ces 2 pays. Mais à un moment, ça se fera ailleurs. Mais après, tu sais, Internet met quand même un peu les gens dans un brouillard. Hein. Internet met les gens dans une direction qui est peut-être pas la bonne. Mais une direction de penser ce genre de choses, précisément. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple. Les critiques de blockbuster font plus de vues, c'est vrai. Mais du coup, 0 vidéo quasi sur The Square, Palme d'Or, à Cannes quand même. Et pas un film chiant pour une fois. Il y a eu quelques vidéos qui ont été faites sur The Square, mais c'est sûr que quand on a des trucs comme Thor Ragnarok ou Star Wars à regarder, ou Jumanji, parce que Jumanji, je suis sûr que les gens ont bien tapé dessus. Ah, mais ça va faire plus de vues que The Square. Ah ah ah. Donc on fait une vidéo sur Jumanji que The Square. Parce que là, c'est aussi la dictature des vues, du clic et de la pub qui joue.
The Square, ça fera pas ça fera pas de vues. Hein. Donc ça fera pas de pub. Et tu sais que Octoprod, qu'en fin d'année, il y a beaucoup plus de pubs sur YouTube. Donc les mecs font un max de chiffres et du coup d'argent sur des films tendances. Voilà la raison pourquoi The Square. T'as peut-être une ou deux vidéos. T'en as en fait sur des chaînes qui n'ont pas encore vraiment qui n'ont pas des envies d'avoir de l'argent. Ou alors ça peut être des chaînes qui font dans l'exhaustif et la quantité. Comme Bréoré. Je crois que Valentin avait fait une vidéo sur The Square. Je suis pas sûr, mais à mon avis il l'a pas loupé. Il l'a pas loupé The Square. Star Wars 8, bien ou pas? Non, c'est de la merde. Hein. Princesse Leia en mode Green Lantern. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Princesse Leia dans Star Wars 8 est plus forte que Yoda. C'est quand même se foutre un petit peu de la gueule des gens. Hein. Même George Lucas n'avait pas pensé une chose pareille. Hein. Ah oui, alors c'est sûr, là on casse des codes. Hein. Alors oui, là il n'y a pas de souci. Ben Leia est une Skywalker à la base, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Si t'as eu 30 ans d'expérience de la force intensive avec un entraînement de fou derrière, oui, tu peux faire ce que fait Leia dans le film. Excuse-moi, mais là c'est non, jamais. Avoir de l'intuition de la force, pas de souci, là je veux bien le comprendre. Mais faire ce qu'elle fait dans le film, jamais. Je n'y crois pas. Si on nous l'avait vaguement suggéré dans n'importe quel autre épisode de Star Wars, oui, peut-être que je pourrais l'accepter là. Mais vraiment venant d'un mec qui maîtrise la force avec une puissance phénoménale. Là, c'est Leia. Hein, c'est pas Luke ou c'est pas Snoke. Donc franchement, il y a quand même une différence là, de valeur et d'échelle que je trouve assez... Alors pour le coup, oui, c'est osé. Hein. On peut dire que plein de choses concernant l'épisode 8. Ah oui, là, on repousse les codes, on change les codes. Mais bon, c'est pour nous faire n'importe quoi. Hein. Au-delà de faire pour le Carrie Fisher et tout ça... D'ailleurs, c'est tout un truc en effets spéciaux. Ça m'étonnerait même pas qu'ils aient eu cette idée. Instinct de survie, quoi. Ouais, mais sur le coup de l'instinct de survie, on pourrait faire tout et n'importe quoi. Faut pas se foutre de la gueule des gens non plus. Hein. Probablement qu'elle a une capacité psychique ou autre qu'on ne voit pas. Oui, mais dans ce cas-là, Dark Maul, il se recolle tout seul, j'ai envie de dire. Non, mais parce qu'à ce niveau-là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. C'est ça le délire, quoi. C'est ça que je trouvais complètement ahurissant. Oui, donc en gros, la force permet de faire ça. Donc en gros, la force permettrait de faire recoller les membres, quoi. Un petit peu, vous savez, comme Stephen Dorff dans Blade. Hein, où il y a Blade qui coupe son bras, t'as le mec qui va utiliser la fameuse force pour recoller son bras. Hein, voilà, donc maintenant on est à ce niveau-là, quoi. Maintenant qu'ils ont ouvert cette porte de la capacité de la force à faire ce genre de truc, et éventuellement, imaginez-vous les choses dont ils seraient capables de penser pour les épisodes suivants, et pas seulement pour le 9, pour les trucs suivants qui vont arriver, qui seront en plus scénarisés par le Johnson. Oh là là, la force, ça va devenir n'importe quoi. Ça va devenir le prétexte à des trucs qui sont complètement maboules. Pour des gens, et c'est ça qui va être trop poilant, pour des gens qui sont de plus en plus éloignés de l'entraînement de la force. Je trouve ça dingue. Voilà, mais c'est Star Wars Disney, voilà, c'est Star Wars Disney. On va avoir des délires plus fous que Dragon Ball. Mais oui, allez, youhou! Gareth François, tu me poses la question, est-ce que tu penses remplacer la note globale en fin de film par une note sur chaque aspect du film? Oh non, je trouverais ça trop laborieux. Déjà, je pense même à enlever la note globale en fin de film, mais ça, je pense que ce sera quand je referai une nouvelle forme de critique. Non, là, sur chaque aspect du film, je vais pas prendre plus de temps pour ça. Est-ce que tu penses que tu es trop gentil avec tes notes? J'ai jamais vu des notes en dessous de 10. Oui, il y a eu des vidéos, enfin des notes en dessous de 10. Est-ce que tu pourrais me dire le nom d'un film auquel je dis que c'est de la merde, globalement pas seulement un aspect du film, mais le film en général c'est de la merde et que j'ai mis 12. Parce que là comme ça sur le coup moi ça me revient pas. N'hésite pas à me le dire dans le chat, à retrouver la vidéo ou je sais pas. Parce que là sur le coup ça me dit rien. D'ailleurs, attends, alors je vais jeter un coup d'œil. Bah ouais, par exemple, La Belle et la Bête de 2017, j'ai mis 10 sur 20. Parce que je pense, j'avais dit que la production design, la création des petites créatures était sympa, qu'il y a des numéros de comédie musicale qui étaient bien, que Gaston était très réussi. Il y avait quand même quelques points qui étaient bien. Mais après, si on le compare au dessin animé, c'est de la grosse daube. C'est bien la distinction que je fais.
Ben, le Godzilla, t'avais mis 10 alors que t'avais chié sur le film pendant 20 minutes. Ben oui, pour moi, c'est logique en fait. Pour moi, 10, c'est pas du tout une bonne note, hein, vraiment pas. Pour vous, 10, c'est la moyenne. Pour moi, c'est plutôt 12 qui est une moyenne. Hein. Considérez ça comme des notes de cours. Hein. Quand un film commence à avoir 14-15, là, le film est déjà plus intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui ont 12, 13 et tout ça. C'est des films qui sont dans une moyenne. Moi, je considère pas du tout le 10 comme étant la moyenne entre bon et mauvais, c'est-à-dire l'équilibre parfait. Non, 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 pour moi, 10, c'est déjà en dessous. Hein. C'est déjà vraiment pas un bon film. Hein. Considérez bien que c'est sur des centaines et des centaines de films sur lesquels je fais mon jugement pour la note. Et aussi par rapport au ressenti que j'avais quand moi j'avais des notes à l'école. Pour moi, 12, c'était moyen. Et déjà 13, c'était déjà un petit peu mieux que moyen. 14-15, je commençais à être content de moi. Et là, quand ça dépasse 15, moi je me dis, ah putain, c'est vachement bien. Donc moi, ça joue aussi par rapport aux notes que j'avais quand j'étais à l'école. Si vous, quand vous aviez 10 ou 11, vous étiez vachement content, parce que ouais, c'est bon, j'ai eu la moyenne. Ah bah là, votre rapport à la note sur 20 est complètement différente de la mienne. Donc on peut pas se baser sur la même chose. Moi, je peux vous assurer qu'il y avait des gamines. À un moment, elles ont eu un 12 à une dictée. La gamine, elle chialait. Parce que pour elle, sa moyenne, c'était du 15. Et elle, à un moment, elle était tombée sur 11 ou 12. Elle pleurait. Elle pleurait. Parce que pour elle, avoir un 12, c'est avoir un 5 sur 20. Donc, vraiment, le rapport aux notes est vraiment différent. Hein. Donc, voilà, mettez-vous ça aussi dans le crâne. Alors Blade Runner 2049, moi je partais vraiment pas content en fait du film, mais encore une fois, moi je dois saluer Alexandre parce que Alexandre il a pu me... Et il l'a dit, je crois, on en a parlé à la fin de la vidéo, Alexandre il a pu changer mon avis sur le film parce que voilà, c'est bien pour ça aussi que je l'avais invité, hein. Je savais que après notre intervention sur Ghost in the Shell, je savais qu'il allait être un bon intervenant et il a pu me replacer par rapport à certains éléments, à me trouver de l'intérêt dans des éléments que je trouvais moyens. Et du coup, ça a me donné plus de valeur, non seulement à la critique, mais aussi à ce que je pense du film. Donc du coup, c'est pour ça que la note, pour moi, est un peu plus élevée. Et je remercie Alexandre pour ça. Hein. Mais c'est vrai, hein, il a pu redonner des pistes sur le film. Pour moi, qui voyais beaucoup d'esbroufs et pas grand-chose derrière. On va discuter d'un truc, parce que ça avait été... attendez que j'ouvre le traitement de texte. Un truc qui avait été déployé par Manon. C'était des questions toutes simples. À quoi servent les critiques? Et après, les critères, comment juger qu'un film est bon? Je trouve que les deux questions vont un petit peu ensemble. Et après, elle reprécise, alors on ne peut pas dire qu'un film est mauvais ou bon. Je pense qu'on peut dire quand même qu'un film est mauvais ou bon sur des critères qui sont des critères de code. Des critères aussi esthétiques. C'est là quand même où il y a du bon goût et mauvais goût qui sont génériques. D'une manière générique, je pense qu'on peut on peut qualifier un film comme bon et mauvais. Si on voit que à la fin d'un travelling, la caméra commence à trembler, c'est-à-dire que la personne a mal géré la fin du rail de travelling et que la caméra arrive un peu à la fin du rail et commence à légèrement trembloter. Ça, c'est une faute technique qui rend l'effet du plan moins impactant que si le travelling s'était parfaitement arrêté sans faire trembler la caméra. Donc ça, par exemple, c'est un défaut technique qui rend le film déjà un tout petit peu moins bon. Voilà, donc ça, de base, on peut dire que, objectivement parlant, c'est un mauvais élément du film. À partir de là, imaginez ça pour tout un attirail d'éléments dans le film. Ce qui amènerait après à considérer qu'un film est un petit peu moins bon. De même qu'il y a des effets en montage, en lumière, qui rendent très très bien et qui donnent une plus-value au film, qui donnent de la beauté au film, de l'ingéniosité dans le peps qu'on veut bien donner au film,
une espèce d'élégance aussi. Quand vous parlez d'élégance et de peps, au niveau de la caméra, La La Land, par exemple, est un très bon exemple, avec des mouvements de panoramique très violents sur Ryan Gosling qui est en train de faire du piano, et hop, on a un panoramique sur Emma Stone qui est en train de danser. Voilà, alors là, c'est des mouvements qui sont super maîtrisés, qui sont faits à la main sur le tournage, et là, du coup, il y a vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, et du coup, de très bon à regarder. Je pense qu'on peut vraiment juger d'un point de vue technique si le film il est bon ou moins bon. Et surtout, le comparer avec d'autres films, pour se rendre compte de sa valeur dans une échelle de valeur, tout simplement, de 1 à 20, où ce film pourrait se situer, tout ça. C'est là que l'expérience de visionnage d'autres films entre en compte, et que le critique rentre en compte. C'est là que, à quoi servent les critiques. Les critiques arrivent à donner à juger un film par rapport à d'autres films et à donner au spectateur, enfin moi après c'est moi comme je le verrai en fait, les critiques, à donner au spectateur des clés pour apprécier le film, parce que bon, critique c'est bien joli de taper sur un film, mais c'est aussi quelqu'un qui, à mon sens, doit donner envie au spectateur d'aller voir le spectacle, la pièce de théâtre, des expositions de photos, de peintures, plutôt que l'en dissuader. Donc c'est quelqu'un qui doit proposer positivement les sorties aux gens. Donc voilà, amener toujours à voir quelque chose de positif qui amène les spectateurs en avant. Moi, je considère que le critique doit plutôt aller dans ce sens-là. Il sert aussi de point de repère. Il peut donner des repères au spectateur qui peut être un peu troublé par une œuvre et il ne sait pas trop comment en penser. Le critique qui, lui, aura vu, je pense, beaucoup de films, pourra beaucoup plus voir la pertinence de l'œuvre que quelqu'un qui a vu 0 film par rapport à un domaine précis, la comédie musicale par exemple. Donc moi je verrais vraiment que le critique se positionne comme ça. Arnaud, tu rajoutes, je pense que dire que la technique est un critère de bon ou mauvais film est peut-être un peu risqué, car ça pousse à se dire plus il y a d'argent, plus le film est bon. Alors ça dépend de comment tu vois la chose, hein. Il y a des films qui ont coûté pas trop cher et qui sont quand même mieux que des films qui ont coûté 60 millions, voire plus. Donc bon, je trouve que c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Après, encore une fois, le critique, lui, pourra juger par rapport, encore une fois, à une échelle. Si tout d'un coup on parle d'un film à 10 millions, il comparera aussi techniquement, s'il y a des choses à comparer, avec d'autres films qui coûtent 10 millions. C'est encore une fois, le critique a l'expérience du visionnage. Il a vu beaucoup de films. Donc il saura faire la distinction. Cette distinction, comme tu dis, du film qui a de l'argent et du film qui n'en a pas. C'est là où, tu vois, Arnaud, où le critique a vraiment une grosse plus-value par rapport au spectateur. Que le critique va se renseigner. Il va aiguiller le spectateur de la meilleure des façons. Et ne jamais se tromper sur ce que le spectateur peut attendre de lui. C'est pas seulement livrer son avis personnel, il le fera, mais il va essayer aussi d'englober le film dans une pensée générale du cinéma. Et dans l'absolu aussi donner, j'espère la plupart des cas, donner envie au spectateur de voir le film. Le critique, c'est pas quelqu'un qui va contre le cinéma, c'est quelqu'un qui œuvre pour le cinéma. À mon sens, le critique doit être comme ça. Il va essayer de pousser les gens à aller en salle pour voir des choses. Vraiment, moi, je sais bien qu'elle m'ait posé la question, mais je pense pas que j'aurais pu bien répondre à la question la fois précédente. En plus, c'était une petite session, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais après, il y a d'autres échanges qui se sont faits avec Frédéric Garcia. Après, voilà, l'idée qu'elle continue maintenant, c'est un film n'est jamais bon ou mauvais. C'est trop subjectif, c'est subjectif à chacun. C'est vrai, mais au-delà de ces considérations, tu peux toujours essayer de faire pencher un peu le film en ta faveur ou en ta défaveur si tu commences à comparer un peu aux autres, le mettre dans une masse de films, essayer de voir un petit peu comment le film peut se dépatouiller par rapport à des films qui évoquent le même thème, par exemple. Ça peut renforcer renforcer en même temps l'intérêt du film si tu le compares à d'autres films, par exemple. Ça c'est vraiment bien. Et Frédéric Garcia rajoute, toujours à ce propos, le cinéma c'est de l'art. Il y a des codes, et des codes sont subjectifs, culturels. On peut mesurer des choses,
Mais il n'y a pas de vérité absolue, ce qui est vrai. En plus, ça varie en fonction des époques. Ça, je ne peux pas le nier. Mais justement, les codes, en tout cas, quand on parle quand même de films qui sont assez codifiés, le cinéma américain, on peut quand même estimer par rapport à d'autres films, par rapport encore une fois à l'expérience qu'on a eue d'un domaine de prédilection, le western, qu'il y a des films qui se démarquent et des films qui sont des... Voilà, des films qui sont des meneurs et des films qui sont des suiveurs. Il y a de très bons suiveurs, mais qui ne seront jamais des meneurs. Des films qui se démarquent par un style, ou une narration, une façon de caractériser les personnages, et d'autres qui n'ont pas grand-chose pour eux. Et à ce moment-là, on peut pointer davantage un caractère positif d'une œuvre par rapport à une autre, qui se laisse guider, faite par la cinéphilie du spectateur, remplacer cinéphilie par nostalgie du spectateur, qui verra plein de points communs avec des œuvres qu'il a déjà vues, ne se posera pas la question de, en fait, qu'est-ce que le film a pour lui? Pas grand-chose. C'est là que le film peut avoir un petit peu moins d'estime. Et Frédéric Garcia termine, pour moi, l'intérêt d'un critique, c'est sa culture cinématographique. Et c'est précisément ça, ce que je vous disais au début. Le critique va pouvoir montrer sa culture cinématographique en jugeant l'œuvre à la lumière de tout ce qu'il a vu avant. Donc, si j'ai un conseil à donner à d'éventuelles personnes qui font de la critique sur ce chat, c'est de faire pulvériser votre culture cinématographique quand vous parlez de film. Il faut que, je pense, le spectateur puisse sentir qu'il y a un monde de cinéma qui gravite autour du film pour lequel vous faites la vidéo. Il faut comparer, il faut convoquer plein d'autres films autour du film que vous évoquez pour faire sentir au spectateur que le film n'est pas tout seul dans votre vidéo. Il y a plein d'autres films qui gravitent autour. Et ça donnera aussi du coup envie au public de regarder les autres films. Alors, en fait, il y a tout de bien à convoquer d'autres films quand vous faites une vidéo ou un podcast sur un film. Valérian, le public n'écoute jamais les critiques. Ah, mais tu me déçois, Zach, ça veut dire que tu m'écoutes pas. Ah, je suis déçu de toi, Zach. Le public général, oui, bien sûr, je l'avais compris. C'est dommage. Non, on l'écoute même si on ne l'écoute pas, j'ai envie de dire. Quand je vois mon père, ah tiens, ils ont parlé de ce film dans le Point. Ah, je vais peut-être aller le voir. Ça, c'est qu'on écoute le critique. Dans un sens, c'est ça aussi. Le critique est-il élitiste? Ça dépend, hein. Ça dépend de quel corpus il est. Yannick Dahan est pas spécialement élitiste. Il pourrait l'être, mais lui il aime bien les films de genre et les blockbusters et tout ça. Enfin, élitiste, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Il serait au-dessus, dans une classe supérieure d'écoute, de visionnage du cinéma? Sans doute. Donc le critique est une élite du regard, une élite de la culture du cinéma. Ça, c'est vrai. Mais après, le critique a aussi le devoir de se mettre au niveau des gens avec qui il parle de cinéma. Bien sûr, pas dans un texte qui sera destiné à une large tranche de personnes. Quand un critique va discuter avec des gens, il doit se mettre aussi à leur niveau. Combien de fois, moi, je me suis retrouvé avec des gens qui me parlaient de trucs, mais j'en avais rien à foutre, et les mecs se sont pas doutés un seul instant que c'était peut-être des films dont j'en avais rien à foutre, quoi. Et les mecs, ils continuaient avec leur bazar. Je peux même plus vous dire le nom des films, je m'en souviens plus. Et du coup, vas-y, pour essayer d'avoir un dialogue sur le cinéma avec eux. Alors, quelqu'un qui voit bien que les films m'emballent pas, il va essayer de trouver d'autres films qui me touchent beaucoup plus. Le critique, justement, de fait de sa grande culture du cinéma, peut s'adapter à n'importe quel public. Donc, du coup, cette fameuse élite, de ce côté élitiste dont on parle là, Arnaud, il n'existe plus, puisque le critique va se mettre au niveau de son public. Encore une fois, là, c'est quand il y a une prise de parole dans un texte qui est destiné, par exemple, à un journal.
là, il y a un style qui ne peut pas être familier. Hein. Et bien sûr, ça parle de certains films et pas du dernier gros blockbuster en vogue, quoi. Je pense que le critique vraiment officiel, professionnel, dans son essence, est élite. Mais après, en fonction du public qu'il cible, il peut faire descendre cette valeur d'élite, je dirais. Je trouve que les critiques professionnelles, presse spécialisée, s'écoutent beaucoup plus parler prose ultra alambiquée barbante qu'ils n'écoutent le film. Quel est ton avis? Je trouve beaucoup en tout cas de vidéos dans lesquelles ces fameux critiques communiquent. Je trouve que ils sont un peu perdus par le temps alloué. Donc ils y vont beaucoup à la punchline. Moi je pense au Cercle, l'émission Le Cercle, où les mecs ils ont tellement peu de temps pour déployer des sensations qu'ils ont eues, parce qu'il faut faire tourner la parole dans toute la table, qu'ils y vont à la punchline et ça en devient ridicule. Ça devient une émission ridicule. Et c'est pas de leur fait, c'est du fait qu'on leur donne 5 minutes à toute la table pour parler d'un film. Donc à 3-4 personnes, ils ont 5 minutes pour parler d'un film. Ensemble. C'est impossible. Donc les mecs, ils y vont d'une façon... C'est n'importe quoi. Avec une espèce de prose ou de... Et la prose ultra alambiquée, barbante, eh bien c'est ce que je vous disais quand je parlais de textes littéraires concernant le critique. La critique est un genre littéraire. Et cette prose ultra barbante peut être considérée comme une prose ultra barbante d'un texte littéraire. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, un texte critique doit être compris par n'importe qui. Et la prose ultra alambiquée, pour un texte qui est censé quand même aiguiller un spectateur, n'est pas la bienvenue. Après, ça c'est mon avis. L'universitaire est péteux, c'est ça que tu veux dire? Bah ça, il y a bien que les non-universitaires pour dire une chose pareille. Hein. L'universitaire est absolument pas péteux. Ceux qui ont fait l'université et qui ont fait jusqu'au bout, je dis pas jusqu'au doctorat, mais qui ont fait au moins la fin de leur licence sans traîner du pied, ils n'ont pas cette sensation, loin de là. Ce sont des gens extrêmement pertinents, les universitaires. Mais ils sont extrêmement méthodiques. Ce qui peut un peu étouffer quand vous les écoutez. Mais ça n'a rien de péteux. En tout cas, dans la branche de cinéma. Il peut y avoir les branches d'art plastique, les branches de musique, les branches de littérature. Il y a peut-être des gens péteux. En tout cas, pour ceux que j'ai eus en cinéma, il n'y a rien de tout ça. J'ai eu peut-être du bol, je sais pas. Mais moi, j'étais très content des profs et je trouvais qu'aucun n'était péteux. Hein. Concernant le cinéma, encore une fois. Hein. Alors, je vais répondre aux questions de Damien666. C'est un commentateur assidu et passionné de mes vidéos. En tout cas, il le fait sentir dans les commentaires. Donc, il m'a posé une série de questions auxquelles je vais répondre maintenant. Un peu dans le désordre, parce que la première, elle est un peu massive, sa question. Que penses-tu de toutes ces chaînes ciné-séries qui font beaucoup de vidéos théories sur tel ou tel film ou série? Ça commence à puller de plus en plus sur YouTube. Ben, moi, j'en vois pas. Je fais pas attention à ces chaînes. Donc, moi, je m'en fous. Et étant donné que j'en connais pas, ça me touche pas vraiment et je vois pas l'intérêt de m'y intéresser. Si j'ai une théorie sur un film, ben elle est à moi quoi, j'ai pas besoin d'absolument la partager pour me faire des vues quoi. Après des trucs, moi voilà, ça j'ai vu, c'est les fins expliquées. Alors que la fin est super claire, mais le mec il va absolument expliquer la fin d'un film qui est pourtant limpide. Voilà. Non, c'est juste pour se faire des vues sur un film tendance du moment. C'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas étonnant, hein, YouTube est toujours un petit peu comme ça. Hein. Ne soyons pas les surpris, ne faisons pas les surpris. Ensuite, la question suivante. Vois-tu comme moi le réalisateur Denis Villeneuve comme un hybride Ridley Scott, David Fincher ou autre chose que son cinéma propose? Moi, je l'ai souvent entendu aussi comme du sous-Nolan. Ce qui n'est pas flatteur. Ce n'est pas flatteur du tout. Je trouve que il est ni Ridley Scott ni David Fincher, parce que les deux, Scott et Fincher, eux, savent donner de l'intensité à leur scène, dans des styles différents.
et c'est fait aussi avec un rythme. Villeneuve, lui, il a son rythme à lui et il emmerde les autres. Donc c'est pas un rythme du tout qui est le même que Ridley Scott ou David Fincher, donc ça peut pas, enfin je peux pas le considérer comme un hybride des deux. Moi je le trouve très très loin de ça. Il a son style à lui, mais c'est un style qui me plaît pas vraiment. Ouais, moi je trouve ça très très lent. C'est tout à fait défendable que son cinéma soit lent, mais moi je peux un peu m'emmerder devant quand même, hein. Je ne le vois pas du tout, pour répondre à ta question clairement, je ne le vois pas comme un hybride de Ridley Scott et David Fincher. Après, dire que c'est un sous-Nolan, c'est pour les gens qui veulent le casser. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de trouver sa voie et d'essayer de dépasser des influences et d'être lui-même influent. Sauf que ça va être compliqué, je pense. Surtout quand il continue à retravailler des mythes, hein, plutôt que créer ses propres mythes. Mais bon, c'est lui que ça regarde. Ensuite, une autre question encore de Damien, il m'en a posé 6. Hein. John Carpenter, est un grand artisan, génie point d'interrogation du cinéma de genre, comme je le pense, autant que réalisateur, scénariste et compositeur. As-tu un regard similaire au mien sur ce grand monsieur du cinéma, au vu de sa filmographie ou pas? Je pense que j'ai regardé Carpenter à un bon moment. Je l'ai pas vu trop tard, trop tôt. Donc moi j'ai beaucoup de chance. J'aime beaucoup son cinéma. Je le considère pas comme un génie du tout. C'est quelqu'un qui avait des choses à dire. Qui fait aussi un cinéma nostalgique. À l'heure où justement on était dans un cinéma contre-culturel. Lui il était dans un cinéma culturel justement, du western. C'est quelqu'un qui était appliqué pour ce qu'il faisait, mais c'est aussi quelqu'un qui a vieilli et qui est devenu has-been dans son style et dans la façon dont il traitait les personnages. C'est-à-dire qu'à un moment, il était pleinement dans l'air du temps, c'était un cinéma engagé, politique, qui était réussi, qui faisait aussi venir les gens en salle, quelqu'un qui comprenait bien les mécanismes, qui les appliquait, et ça marchait, tout simplement. Il n'y avait pas de révolution ou de conneries comme ça. C'est quelqu'un qui appliquait des choses précisément et ça marchait. Voilà. Donc c'était un artisan. Je suis d'accord quand on dit un artisan, un grand artisan. Il n'a jamais fait des films avec des milliards de budget. Et quand il les avait, ces milliards de budget, c'était pas des meilleurs films, quoi. Bon, moi je les aime beaucoup, hein, Les Aventures d'un homme invisible et Escape from LA. Los Angeles 2013, en termes d'économie, c'était pas des films qui ont beaucoup rapporté, hein. Donc moi je trouve que c'est un grand artisan, mais il est un peu dépassé maintenant. Là j'entends oui, il va revenir avec Halloween et tout ça. Non mais excusez-moi, ça va être un film tout pourri, quoi. Faut pas se leurrer, hein. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui, mais après j'aime bien aussi que les gens s'arrêtent à un moment quand ils se sentent dépassés. Ce qui n'est pas le cas de certaines autres personnes qui continuent à faire des films. Ridley Scott, voilà, on a fait cette année, et je suis sûr qu'il est très bien, je ne l'ai pas encore vu. Et Spielberg sort 2 films cette année, là, 2018. Hein, donc, et je pense que ce sont de bons films. Par contre, il y en a qui ont arrêté, il vaut mieux pas qu'ils recommencent. Parce que Coppola, il est bien gentil le monsieur, mais ses derniers films, c'était quand même un peu nul, hein. De même que Carpenter. En compositeur, c'est mélodieux. En concert, c'est plutôt intéressant. J'avais vu un de ses concerts. C'était super cool. Mais encore une fois, c'est du trip rétro. Encore une fois, c'est limité pour un certain âge. Les gens qui ont connu la période ou qui ont été réceptifs au cinéma de cet homme-là. Mais ça se limite aussi à des générations. Ça touchera moins d'autres personnes. Donc voilà. Ensuite, question suivante de Damien. Les podcasteurs ciné, le cinéma est mort, Canal B sont-ils une plus-value sur le net pour toutes les personnes voulant connaître le cinéma, en particulier celui des années 70? Ou bien des avis éclairés parmi tant d'autres? Moi, je trouve le podcast est sympa. C'est agréable à écouter en tout cas. Donc moi, je conseille pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma est mort. Vous pouvez en trouver des émissions sur YouTube. C'est un podcast audio. Il n'y a rien de vidéo. C'est agréable à suivre et les sujets sont intéressants. J'ai écouté leur podcast sur John Milius. C'est très intéressant pour les gens qui ne connaissent que Conan le Barbare et pas grand chose d'autre.
Et il faut aussi que j'en écoute d'autres, mais j'ai pas le temps, j'arrive pas à avoir des plages de temps pour écouter des podcasts d'1h30. En ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal sur la clé de lecture philosophique de Conan le Barbare. Ben, Rino, je t'invite à regarder Le cinéma est mort. Ils parlent du Conan le Barbare. Peut-être qu'ils auront une porte d'entrée qui te sera peut-être plus accessible, ou en tout cas, qui te donnera plus envie d'apprécier quelques élans philosophiques du film. Après, je sais pas la clé que tu trouves un peu compliquée à apprécier. Pour moi, c'est plus l'individualisme, le meurtre du père, spirituel, etc. Bon, je suis pas très versé dedans, c'est pas mon film de chevet, hein. Mais moi, je peux l'accepter, quoi. Après, c'est quelque chose de très... c'est un film très violent, quoi. C'est très nihiliste. Hein, c'est je démolis tout, je crois en rien et je démolis tout, je suis seul. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile à accepter, quoi. Quand tu connais le personnage de Milius, tu apprécies plus les films qu'il a écrits, je pense. Ensuite, question suivante de Damien666, il m'en a encore posé 2. N'as-tu pas l'impression que les séries emploient de plus en plus de gimmicks cinématographiques dans leur mise en scène, voire totalement pour certaines? Et que penses-tu de ce fait-là Et que penses-tu de ce fait-là ayant tendance à se généraliser? Un défi pour le cinéma et les majors à l'avenir, dans le moyen terme. Question sous-jacente sur les séries, préfères-tu le format un épisode, une histoire, ou bien une et des saisons en guise de conclusion pour les personnages et leur pérégrination racontée? Pour la première partie de ta question, n'as-tu pas l'impression que il y a quelques gimmicks, mais encore une fois, ce sont des gimmicks reprises du cinéma, c'est pas les séries qui ont créé leurs propres gimmicks. Donc ce serait plus pour les situations et le scénario que moi je verrais quelque chose de relativement néfaste et quelque chose qui a tendance à se généraliser. Moi je suis méfiant de ça. On peut le voir, hein, même dans le dernier Star Wars, on voit qu'il y a une construction qui est faible en milieu de film, qui je trouve une construction de série, où tu pourrais enlever en fait tout un pan et ça ne changerait rien au film, alors qu'un film généralement tu as une intrigue qui est cloisonnée, où tout se répond, où tu peux rien enlever. Là t'es des pans entiers que tu pourrais virer, quoi. C'est gênant. Moi je trouve ça délicat. Cinématographiquement, en termes de langage, en série, qu'est-ce qu'il y a de particulièrement sériel? Un truc plan-plan, bah oui, mais ça reste de la série. Si c'est juste pour me dire que le langage de la série, ça se limite aux séries, merci, ça j'avais compris. Tendance à se généraliser au cinéma, quand on a des chefs-op de séries qui viennent faire des films, oui, ça, à un moment ça se sent un petit peu, quoi. Ils ne sont pas très clairs sur des idées de contraste. Après, le numérique n'arrange pas l'affaire aussi, quand les mecs ils font des étalonnages de merde, en pensant que ce sont les téléviseurs qui vont faire le propre contraste. Putain d'enfoiré. Hein, faut quand même le faire, cette idée. Le film, il n'est pas éclairé. Le film, on met une lumière devant l'acteur, et puis voilà, comme ça il est éclairé, ça suffit. Il n'y a rien qui est creusé, il n'y a aucune ombre. Regardez typiquement la façon dont les bandes annonces de Justice League avant l'arrivée de Whedon étaient éclairées. Et après, quand Whedon est passé à la post-production du film, vous regardez la différence. Il y a des images qui montrent des plans différents entre les bandes annonces et tout ça. Voilà quoi, il n'y a pas photo. C'est sans appel. On a un chef-op et on a un directeur de film de publicité, Zack Snyder, et on a quelqu'un qui a fait des séries, Buffy contre les vampires, et qui a après fait des films. Et le résultat est sans appel. Et même quand vous voyez Avenger, Avenger est éclairé avec les pieds. C'est un éclairage de série. Donc là, on pourrait parler de gimmick en termes de lumière et de couleur. Et ça rend le truc tellement neutre. Ça rend l'image neutre. Voilà, la série a une image neutre. C'est une image qui ne se met pas en danger. Alors à cela, on pourrait me rétorquer que je vois pas assez de séries. Et là, vous êtes complètement dans le vrai. Les quelques fois où j'ai tenté de la série, c'était quand même assez pitoyable. C'est bien en réal que... D'ailleurs, les mecs ils veulent essayer de faire des grands, donc ils font des gros effets m'as-tu vu. Moi je pense au plan séquence, enfin au plan séquence. Si c'est un plan séquence quand même, où on a, je m'en fous, franchement je m'en fous.
où on a une explosion dans je sais plus quelle saison de Breaking Bad, et on a le méchant qui sort de, je crois que d'un hôpital, et on a la face cramée du mec, et ça en un seul plan. Ok, c'est joli, mais c'est guignolesque et ça veut pas dire grand chose. Voilà, mais c'est juste pour l'effet spectaculaire. Donc voilà, c'est un effet gratuit, mais qui ne veut pas dire grand chose. Alors voilà, typiquement, Agent of Shield, je ne l'ai pas vu. Moi j'avais vu, justement, voilà, je me dis, je tape sur de la série, mais j'en vois pas. J'étais allé voir True Detective saison 1. C'est pas grand chose, hein. Faut pas. Franchement, les gens qui hurlent au génie, je pense pas qu'ils ont vu beaucoup de films policiers, hein. Franchement, j'ai pas trouvé ça excellent, hein, True Detective. Donc je vois pas en fait en quoi ce sera un défi pour le cinéma et ses majors à l'avenir à moyen terme. Je pense qu'il faut juste que les gens qui fassent des séries restent aux séries, bordel. Et pas qu'il y ait une espèce de gangrène qui arrive comme ça. Alors des fois ça donne des choses bien. Moi j'entends le Fossoyeur parler de la saison de Twin Peaks comme étant un film de 18 épisodes. Sûrement, oui. Mais en même temps, ça donne une espèce d'hybridation qui peut nuire à un plaisir de spectateur. Moi, je n'ai pas encore vu une écriture de série réussir à un film de 2 heures. Parce qu'il y a aussi, comme je l'avais dit plusieurs fois, une compression de la caractérisation des personnages que les gens en série sont incapables de faire. Et du coup, on a une espèce de gros cliché tout pourri des personnages. Alors qu'avant, quand les séries étaient cantonnées à des petits feuilletons d'épisodes de télé années 60, 70, quand les mecs de scénaristes de films arrivaient, putain, ça avait des vrais scénarios de films. Alors là, maintenant, on a une espèce de... Ok, on a une mutation, très bien, il faut accepter cette mutation. En attendant, les scénarios sont nuls. Et les mecs sont obligés d'être à 5 pour pondre un scénario de film. C'est 5 scénaristes de série pour faire tout d'un coup un film. Et ça, c'est n'importe quoi. Mindhunter, justement, c'est dans mes cartons. J'ai l'intention de voir le Mindhunter, justement. Au contraire, dans les séries, ils ont le temps de développer des persos. Ah bah très bien, mais là je te parle de films. Quand des scénaristes de séries s'attaquent au film, ils sont incapables de faire un traitement qui soit cohérent avec le film. Alors comment ça se fait que dans les années 60, on arrive à faire des films superbes, ou 70 même, on arrive à faire des films super avec des bonnes caractérisations de personnages et que maintenant on en soit incapable? Parce qu'avant, c'était juste des scénaristes de films qui s'occupaient que de films, et maintenant on a des gens qui font aussi des séries et qui pensent que on scénarise un film comme on scénarise une série. Tu vois où je veux en venir? Je vais peut-être pas préciser à chaque fois que je parlais de films. Non mais là je parle de films et de gens qui passent de la série au film. Il y en a, ça leur réussit et tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui doivent plus travailler pour essayer de voir en fait que ça fonctionne pas de la même façon. Et ça c'est pour une affaire de durée. Tu l'as bien dit, Chill Film, ils ont plus de temps pour développer les personnages. Oui, mais le propre d'un film et aussi le challenge et l'intérêt, c'est de trouver une compression de personnages qui sont incroyables. Quand moi je vois les films coréens, ils ont la même durée de temps que des films américains, mais leurs personnages sont très bien écrits. Et même, généralement, il y a des films américains qui sont aussi très bien écrits au niveau des personnages. Les séries sont éclairées avec une lumière très dure quand on les regarde de jour avec les reflets dans tous les sens. Ah bah c'est toi qui les regardes de jour. Excuse-moi, mais généralement, tu les regardes le soir en mangeant ton petit repas. Hein. Donc là, ça dépend. Là, ils font pas les séries par rapport à quand les gens regardent de la série. Hein. Ça, je sais pas où tu sors ça. Si tu as un article qui parle de ça, moi, ça m'intéresse parce que je vois vraiment pas quelles statistiques prouveraient que les gens généralement regardent de la série le jour. Moi, combien de fois j'entends les gens ce soir je vais me faire je sais pas quel épisode c'est le soir qu'ils regardent les films. Enfin, pardon, les séries, les épisodes de séries. Et à contrario, tu pourras me dire qu'il y en a qui regardent la journée, donc c'est pas justement lié à une luminosité. Il y a certaines séries qui sont peut-être penchées sur le cas, mais alors, loin de là, toutes les séries. Hein. Mixbuzz, tu me réponds, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, la différence surtout c'est qu'aujourd'hui les films ressentent 2 besoins que n'avaient pas les films des années 70. De 1, le fait de devoir plaire à tout le monde, quitte à lisser, voilà, ça donne quelque chose comme Star Wars 8, et de 2, il y a toujours une volonté de tout expliciter
Ouais, qui rend impossible de faire un film d'une heure. Je vais y arriver, excuse-moi, c'est qu'il est tard. Moi j'ai un peu de mal. D'une heure 20. On ne fait pas plus confiance au spectateur pour combler les zones d'ombre. C'est bien que le spectateur à un moment l'a voulu, hein. Ils font pas ça comme ça pour leur bon plaisir. C'est qu'à un moment les spectateurs ont demandé quelque chose. Et Hollywood, et même généralement les studios, répondent à cette demande. Si le spectateur est devenu bête, il a ce qu'il a, hein. Si le spectateur devient plus intelligent, bah les mecs feront le nécessaire. Et puis, il y a aussi les nouveaux marchés qui s'ouvrent. Donc les mecs, forcément, sont intéressés de faire des productions avec des Chinois dans le casting, parce qu'ils savent que ça peut plaire. Donc il y a aussi un côté, ils ont les dents longues, hein. Moi, je sais pas si j'ai raison de me renvoyer la balle sur le spectateur à chaque fois. Et je m'inclus dedans, hein. Oh là là, je m'inclus dedans, hein, mesdames et messieurs, hein. Pensez pas que je suis un élite dans sa tour d'ivoire à suroter un martini, tout ça. Non, 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 moi je m'inclus dedans aussi, hein. Mais je pense que vraiment le spectateur, s'il ne s'éduque pas ou s'il ne prend pas conscience qu'il a un pouvoir sur ce qui est présenté dans sa salle de cinéma, bah, on aura toujours des trucs comme ça. Et la différence, on la verra, mais sur des dizaines d'années, plutôt qu'un choc sur 5-6 ans. Si d'un coup il y a une révolution et que les gens disent en masse non à des trucs comme Jumanji, bah il y aura plus des trucs comme Jumanji. Et le problème c'est que Jumanji c'est un des plus gros succès de l'année pour une production que c'est, une production à 90 millions. C'est pas une production à 170 et tout ça, c'est une production à 90. C'est pas un gros film. Et le mec, le film, il fait 600 millions. Vous voyez le niveau du truc, mais vous n'avez même pas besoin d'aller voir le film. Vous regardez la bande-annonce. C'est le spectateur. Alors, qu'est-ce que cherche le spectateur? La question, c'est vraiment qu'est-ce que cherche le spectateur? Alors moi, je suis un spectateur qui est un peu spécial, donc je fais mes sorties. Enfin voilà. Donc moi, je suis peut-être pas du tout représentatif, mais il faut vraiment se poser qu'est-ce que veut le spectateur? Moi, je peux pas répondre à cette question, j'en sais rien, j'ai pas lu des études de marché, hein, mais les studios, eux, ils les lisent, hein, les études de marché, hein, et ils valident des projets en conséquence. Il y a plein de gens qui proposent des projets intelligents, des projets cons et tout ça, et par rapport à l'enveloppe qu'ils ont en budget, par rapport à la ligne éditoriale du studio, par rapport à d'autres facteurs que je ne connais pas, eh bien, ils vont valider certains projets par rapport à d'autres. Pour aussi être rentable économiquement, parce qu'un studio ça doit aussi survivre, hein. C'est pas juste faire du film de prestige pour les Oscars, hein. À un moment il faut aussi survivre. Donc il y a des gens qui sont à contre-courant, qui font des films de qualité, très bien, mais il y a aussi des gens qui font des choses très très mauvaises. Là on a un peu bifurqué, hein, sur ce que tu disais, Mixbuzz, mais dans les années 60-70, il y avait aussi ça, hein, mais c'était à maigre, à moindre mesure, parce que les films ne coûtaient pas aussi cher. Il n'y avait pas ce côté un peu gamble, tu vois, le jeu, hein, est-ce qu'on va réussir ou non? On n'est vraiment pas du tout dans la même optique pour sortir des films. Et puis, il y a des films qui ne se destinent pas à beaucoup de monde, qui ne se destinent pas à d'autres marchés que celui américain, par rapport à ton petit 1, ta première partie de réponse. Puis volonté de tout expliciter, ça c'est pas dit, hein. Pour un cinéma plus modeste, ils veulent pas forcément tout expliciter, loin de là. Il ne faut pas criminaliser les spectateurs mais les producteurs, c'est un point de vue. Les producteurs ils font des films pour les spectateurs. Si les spectateurs ne regardent ou ne regardent pas ces films, il va continuer à valider des projets qui vont dans cette direction. Donc ça revient toujours aux spectateurs. Ce ne sont pas les producteurs qui font le film, ce sont les spectateurs. Le spectateur valide financièrement un film ou non. N'oubliez pas ça, hein. Un producteur propose un film, il le propose au spectateur. Le spectateur il va aller le voir en salle, ça donne envie au producteur de continuer à te faire des suites par exemple. Si le spectateur ne va pas en salle, le producteur ne fera pas de suite. Le spectateur, c'est la pièce maîtresse. Mais les gens oublient complètement qu'ils ont le pouvoir et arrivent comme ça dans le multiplex. Et ils savent même pas ce qu'ils vont regarder, mais ils vont aller voir un truc. Mais ils savent pas quoi encore, hein. Voilà. Et c'est comme ça qu'après on se retrouve avec des films pourris qui font des scores incroyables. Alors qu'on se comprenne bien, on peut avoir des films d'aventure, des films d'action qui sont de qualité. Mais là, on a des films d'action ou des films d'aventure qui sont vraiment les trucs bas de plafond, quoi. Je ne te rejoins pas sur le cinéma plus modeste qui serait épargné.
Mon exemple sera Sundance. En ce qui me concerne, Sundance qui a révélé des cinéastes intéressants, Tarantino et notamment, se révèle depuis bien 10 ans aussi académique que les blockbusters. Ah mais le cinéma plus modeste n'a jamais été un cinéma de performance, ce sont des cinémas de scénario, et c'est en cela qu'on les attend. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire par académique, mais moi c'est au scénario que j'attends ces films-là, ces films modestes. Hein. C'est pas à la mise en scène. Hein. Ça, pour moi, ça a toujours été le cas. Hein. Les films indés sont aussi formatés, ils le sont juste différemment. On peut sentir les codes, ça c'est vrai. Préfères-tu le format un épisode, une histoire, ou bien un épisode et des saisons, enfin une histoire et des saisons en guise de conclusion, vraiment un grand arc qui s'étale sur des saisons. Moi je préfère un épisode, une histoire, avec en espèce en filigrane un truc qui tient jusqu'à la fin. Moi, quand j'ai revu Buffy contre les vampires, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Après, je pense pas que ça plaise aujourd'hui aux gens, cette façon de faire. C'est une façon de fonctionner comme du feuilleton. Moi, j'ai vécu ça, mais c'est par nostalgie. Je veux pas dire que par là que ce sera le plus pertinent, le plus épanouissant de penser un épisode, une histoire. Mais c'est vrai que par nostalgie, j'aurais plutôt tendance à penser de ce côté-là. Un truc comme X-Files, tu vois. Mixbus, tu parles de la scène d'assaut. On est dans un cinéma contestataire. Et puis c'était aussi dans le trip de l'époque d'être contestataire. Et de proposer de la contestation. Aujourd'hui, on ne l'est pas spécialement. Donc il faut aussi mettre ce qui est à l'époque, dans son époque. Même si c'était un trip nostalgique, Assaut, ça restait aussi un film contestataire par ces images-là. Tout comme beaucoup de films des années 70. En quoi Assaut était contestataire à l'époque, la critique a même jugé Carpenter réac. Ah ouais, mais j'ai envie de dire, dans quel pays? Parce que c'est là où la réception d'Assaut est pas mal, c'est que ça a varié en fonction des pays. Quand moi je vois cette scène-là, moi je la trouve, même l'image de cette violence est contestataire. Ou en tout cas, elle s'inscrit dans un ton de contestation de l'Amérique. Pourquoi crois-tu qu'au début du film, même si c'est une scène rajoutée, la police n'est montrée finalement que comme les tueurs pendant le reste du film? Et finalement, Carpenter a continué la contestation, hein, avec des films comme They Live. La réception d'Assaut est proche en France et aux USA. Non, ça, il faudrait que tu te renseignes, hein, Mixbuzz. Là, il faudrait vraiment que tu te renseignes, hein, parce que là, c'est justement, elle a été différente entre la France et les USA. Hein, sacrément différente. Ce qui lui a permis d'ailleurs de revenir aux USA pour faire d'autres films. Hein. Mais c'est pas tant que la police déclenche toute cette merde, c'est que la police est filmée comme cette merde. C'est ça aussi la contestation. Contester, c'est pas mettre un flic blanc, c'est mettre un flic noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la contestation avec un gros truc politique, c'est aussi les changements de code. Et je veux dire, dans un sens... Christine, c'est aussi un film contestataire, l'American Way of Life avec la belle bagnole que tu as sur les pubs et tout ça, qui devient une espèce de truc hanté, de démons vivants et tout ça, la petite banlieue pavillonnaire toute tranquille et tout ça, avec les petites familles tranquilles et tout ça, et la nuit t'as un espèce de boogeyman qui vient tuer tout le monde avec un couteau. C'est sacrément contestataire aussi, ça malmené la société américaine. Combien de fois tu vois Carpenter dire en interview que la société américaine il veut la défoncer, trop de sexe, trop de drogue, trop de machin, le mec il veut tout casser. Lui-même est contestataire par rapport à la contestation des années 70. On peut dire réac, ouais, mais moi je te dirais aussi contestataire par rapport à la tendance que c'était à l'époque. Et même dans les années 80 il s'est replacé encore. La réception critique a rien à voir avec le fait qu'il ait continué chez les Américains. Tu refais les films parce que tu ramènes du pognon, c'est tout. Étant donné qu'Assaut n'a pas ramené spécialement de pognon, t'inquiète pas que c'est la réception critique qui lui a permis de continuer à faire des films. Hein. Et puis ce sont comme c'était le cas avec Halloween, ce sont des films qui sont si pauvres qu'il peut y arriver s'il a un peu de prestige. Et ce prestige, il a eu auprès de l'Europe. Assaut a ramené du pognon par rapport à son budget. Si, oui, mais en Europe. Encore une fois. C'est pas la critique américaine qui allait dire aux gens de venir voir le film. C'est en Europe que ça s'est déclenché. Et c'est en Europe qu'il a gagné de l'argent. Grâce aux critiques européennes. Je sais plus si c'est chez les Anglais ou chez les Français que ça s'est passé. Mais moi j'avais lu des trucs, c'était en Europe qu'il avait trouvé le salut. Hein.
D'où cette fameuse phrase que les gens connaissent. En France, je suis un auteur, en Allemagne, un réalisateur de films d'horreur, en Angleterre, un metteur en scène, et aux États-Unis, un nul. Je pensais pendant un moment, je vous le cache pas, faire une rétrospective sur Carpenter. Mais étant donné qu'il est encore vivant, moi je me suis dit, il serait peut-être encore capable de faire des films, donc je vais pas le faire. Et puis il y a tellement d'écrits et d'interviews sur Carpenter que j'y arriverai jamais. Il y a trop de choses sur lui, je pourrais pas tout couvrir et avoir vraiment tout le spectre qui l'entoure et qui entoure ses films. Il y a vraiment trop de choses. Ça veut pas dire que je parlerai jamais de Carpenter sur la chaîne. Vous avez déjà eu une vidéo sur Vampire, par exemple. J'ai encore une dernière question de Damien666. Comment expliques-tu le décollage de certaines petites chaînes de ciné-critique? Les Gardiens du cinéma, Critique Masquée, Les Cousins font leur cinéma, etc. En termes de milliers d'abonnés gagnés dans l'exercice 2017. Alors qu'ayant démarré à quelques centaines en début d'année dernière, à quelques centaines de... Ah oui, pardon, il y avait le point d'interrogation à la fin. Ouh là là, il faut que j'aille me coucher, moi. La tienne est bien plus ancienne, a plutôt tendance à suivre une courbe ascendante plus lente. Ça te pose pas des questions, voir comment y remédier à ce problème-là. Précisément, j'en avais parlé avec José hier soir. Il me disait que j'étais un prêcheur dans le désert. C'est-à-dire que j'avançais avec mes trucs à moi, mais que je faisais pas grand chose en fait. Et surtout que je touchais pas grand monde. Ce qui est vrai, mais finalement je m'en suis fait une raison et finalement je le vis bien. Je prends sur moi. Ouais, il avait insisté sur cette notion de prendre sur soi. Et c'est vrai que je prends beaucoup sur moi et finalement je m'habitue à je sais pas à m'agiter, à faire des vidéos putaclic ou des vidéos sur des blockbusters, tendances et tout ça. Qu'est-ce que je pense? Comment expliques-tu le décollage de ces nouvelles personnes? Je me l'explique pas quand tu parles d'un sujet comme Star Wars 8 ou les gros blockbusters de l'année. Tu fais forcément des vues. Et je pense que les gens peut-être sont un peu blasés de voir toujours les mêmes figures. Donc ces personnes cherchent d'autres figures pour essayer de conforter dans leur avis le gardien du cinéma, les cousins du cinéma, enfin les cousins font leur cinéma, tout ça tous ces gens, ce sont des gens qui ont des avis qui peuvent éventuellement conforter la leur, en étant en accord ou en désaccord bien sûr. Donc les gens regardent ça en masse. Après, ces gens-là aussi se connaissent. Et je pense se respectent et se renvoient aussi les abonnés en faisant des featuring, n'est-ce pas, ils se rencontrent par moment. Par exemple, je me rappelle que le Critique Masqué avait fait une table ronde où il y avait les cousins du cinéma qui étaient là et d'autres personnes aussi. Donc du coup il y a du trafic qui se fait, du trafic d'abonnés. Ah, je te file 2 abonnés et tu m'en files un qui a 500 abonnés, comme ça, c'est équivoque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du trafic d'abonnés en fait entre ces chaînes qui s'auto-partagent les vidéos. Ils s'auto-sucent, il y a un peu de ça. Mais, enfin oui, il y a un peu de ça, hein, mais finalement il n'y a pas de mal. Si les petites communautés en forment une plus grande formée de petites individualités, je trouve ça plutôt bien qu'un gros monsieur qui arrive avec ses 200 000 et puis voilà quoi. Si les petites communautés sont ensemble, soudées et peuvent un peu faire détrôner les grands monsieur, moi je trouve que c'est une bonne chose, hein. Et je pense qu'il y a des gens qui sont déjà plus âgés, comme le Gardien du cinéma ou le Critique Masqué ou les cousins font leur cinéma, qui sont quand même des gens qui semblent en tout cas plus âgés, dans la trentaine ou plus. Eh bien je trouve que c'est déjà plus intéressant de les écouter parce qu'ils ont eu quand même un petit peu de films vus, d'expériences de cinéma, que des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont peut-être encore beaucoup de lacunes et qui parleront des fois plus difficilement de certains cinémas, de réalisateurs et surtout de films un peu plus anciens. Moi je dirais que pour répondre clairement à la question, ça reste du flux. Quelle que soit la chaîne, il faut que tu fasses un flux qui plaît aux gens
les films tendances, les films du moment, c'est sûr que forcément ça marche. Donc faut pas se leurrer, hein. Si tu regardes sur les vidéos que j'ai sorties cette année, c'était quoi? C'était des pics, c'était La Belle et la Bête de Disney. Et encore, moi j'ai pris le temps pour écrire tout ça et pour enregistrer. Les mecs qui sont taqués dans le jour même où le film il sort, la vidéo elle est là, quoi. Pour faire un max de vues, max de visibilité, être référencé sur YouTube et finalement faire des abonnés. Ça marche comme ça chez McDonald's, hein. Y a pas de secret, hein. Vous voulez faire des vues pour la tranche de cinéma, vous parlez de trucs putaclic. Après, il y va de votre choix à vous de faire ce qu'il vous plaît. Si vous voulez juste engranger des vues, bah faites ça. Et c'est ce que font ces gens. Et c'est ce qui marche. Après, ça marche jusqu'à un certain degré. Après, tu vas voir que les mecs, ils vont commencer à raimer pour sortir de la masse. Juste en termes statistiquement d'abonnés, hein. Ok, tu fais des abonnés, tout ça, mais il faut tenir aussi dans le temps. Et ça, c'est le plus grand défi. C'est de tenir dans le temps. Faire des vues te ferait gagner des sous. Du coup, peut-être tu aurais plus de temps pour proposer un contenu, un truc. Oui, mais encore une fois, là, les gens n'en parlent, communiquent pas sur les problèmes de droits d'auteur, mais moi, je peux pas mettre... Je peux pas activer le truc de monétisation parce que la monétisation te fait accélérer le process de détection des choses qui ont des droits d'auteur. Même une affiche a des droits d'auteur, donc les mecs pourraient me faire des procès s'ils sont fous. Ils pourraient me faire des procès parce que j'ai utilisé une affiche et que je fais de la monétisation par rapport à quelque chose qui m'appartient pas chez Film. Tu vois ? Donc c'est super violent en fait la détection de droits d'auteur, mais aucun grand youtubeur n'en parle parce que c'est vicieux. Et si ça se trouve, ils n'ont pas le droit d'en parler. Mais moi, j'ai envie d'en parler. Bah voilà, Final Entertainment 31. Voilà, encore un témoignage, mesdames et messieurs. Je me suis fait supprimer la critique de Birdman à cause de l'affiche sur la miniature. N'oubliez pas les miniatures, ça peut être une bonne preuve pour le robot. Et la bande-annonce qui passait en fond. Et sans monétisation. Je compatis... Mathieu, et j'en suis désolé pour toi, parce que je suis sûr que ce que tu disais c'était super. Et c'est là où j'en reviens à la dernière partie de la question de Damien. Comment il remédie à ce problème d'une courbe ascendante trop lente, d'après lui. Enfin, que ça pourrait être gênant. C'est vrai que ça peut être agaçant qu'il y ait des gens qui aient commencé que cette année à faire des vidéos et qui ont maintenant quasiment plus d'abonnés que moi. Ça, je veux bien le comprendre, que ça peut être agaçant à remarquer. Moi, je suis plus en train de regarder les statistiques des gens. Moi, je me dis juste que je sais ce que je vaux par rapport à d'autres contenus. Mais quand on connaît sa valeur, on voit de la médiocrité autour de nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, on en revient au même truc. Les spectateurs. Ces gens sont inoffensifs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont gentils, et on le voit en vidéo que les gens ont l'air sympathiques quand ils parlent de cinéma. C'est juste que tu vois que le truc ne va pas très loin, quoi. Et ça s'arrête là. Et faut pas s'en vouloir. YouTube met quand même la pression sur il faut avoir de l'abonné, il faut avoir de la visibilité, ou sinon ça vaut rien et tout ça. Mais quand t'es pas dans cette optique, parce que tu ne cherches pas la popularité, ou que tu ne cherches pas à en vivre, toute cette pression, tu peux l'évacuer très très vite. Hein. Et quand tu es sûr que ton contenu est bien, quand tu sembles que tu te démerdes bien, y a pas de souci, quoi. Moi, je sais ce que je dois faire si je devais faire de la vue. Hein. Je sais précisément ce que je dois faire. Je fais pas parce que ça m'intéresse pas. Et j'aurais même l'impression de me trahir. Hein. Alors, vaut mieux pas le faire encore moins. Après, je veux bien reconnaître que visuellement, moi, je voudrais faire un truc mieux. Le problème, encore une fois, c'est le droit d'auteur. Se filmer ne me sert à rien. Ça sert à rien. Mais vraiment à rien. Ou alors, il faut vraiment que le truc soit blindé, enfin, soit précis, mais je n'ai pas la technologie pour le faire. Et les images du film, ça me pose un problème. Pour les droits d'auteur, passer par les networks. Ouais, mais les networks, ils veulent un retour. Moi, je vais pas financer ma chaîne. Donc, on revient à une situation bloquée. Et puis les networks, si c'était aussi simple que ça, je l'aurais déjà fait. Encore une fois, chez le film. Les networks, au moment même où tu arrêtes le contrat, ou que le network se casse, ou qu'il met la clé sous la porte,
ou pour une raison X ou Y, tu n'es plus protégé par eux, ta chaîne se fait down dans la journée, tellement tu auras accumulé des trucs qui ne seront plus protégés. Donc voilà, c'est bien joli ça, mais en même temps, c'est vicieux. Si tu veux rester dans le temps, tu peux pas te protéger indéfiniment. Il y a des gens qui sont chez des networks, les mecs sont pas protégés pour autant, hein. Tu les vois encore avec des trucs décadrés sur le côté, avec du flou et tout ça, c'est que les mecs sont pas en paix non plus, hein. Donc bon, hein, les networks protègent comme ils peuvent, mais ils ont pas tant de pouvoir que ça, hein. Mais cette question, je me la pose, hein. À un moment, il y aura un changement, hein, mais je sais pas encore sous quelle forme, ou sous quel fond aussi. Mais à un moment, il y aura un changement, hein, forcément. Ce sera pas un truc trop important, mais je pense que c'est dans la durée que ça va changer. À mon sens, Valérian, ton défaut, c'est que c'est le défaut exactement inverse de tes ennemis. Oh, ennemis, c'est un peu fort comme mot, hein. Ont zéro connaissance culturelle, toi t'es un peu écrasé par la tienne. Et pourtant j'ai pris beaucoup de distance avec elle, hein. Je peux t'assurer que j'ai vraiment pris beaucoup de distance avec elle. Je me sens pas spécialement écrasé, mais c'est vrai que moi je suis un peu atterré quand j'entends les gens ne pas justement déployer des choses qui semblent évidentes. Même juste un recul sur ce qu'ils vivent du film. Ce qui est... C'est pas une connaissance universitaire, mais c'est une méthodologie, une attitude universitaire, prendre du recul. Tu vois ? C'est pas vraiment lié à la culture, mais c'est lié à la façon dont tu ressens les choses. Tu ressens la chose, tu prends du recul, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Bam, voilà, ça c'est un réflexe universitaire. Et c'est pas désenchanté, c'est juste comprendre le mécanisme, pour mieux juger le mécanisme du coup. Et du coup, être plus à même à sentir la valeur d'un film. C'est un peu froid comme méthodologie, mais ça marche. Et du coup, ça, c'est universitaire. Après, c'est un universitaire... ça fait un moment que je suis plus à l'université, donc j'ai pris mes aises avec ça, hein. Avec les qualités et les défauts. Par exemple, une certaine difficulté à comprendre les mouvements les moins théorisés. Ceux sur lesquels il y a eu peu d'études. Bah ouais, bah là, c'est aussi les limites, hein. Mais c'est mieux, au moins, de les évoquer sans forcément les comprendre, parce que t'as pas le temps de te plonger dedans, que de carrément les passer sous silence, comme font certains, bah justement, comme font ceux qui ne connaissent pas du tout. Et puis, évoquer le mouvement, ça donne au spectateur l'idée, en fait, qu'il y a quelque chose de plus grand que le film. Et un corpus, au fait, auquel peut se rattacher le film. Donc ça donne du volume au film, ça donne une valeur au film. Et ça donne peut-être envie au spectateur, ah, parce qu'il y a d'autres films qui sont comme celui-ci, ah bah moi ça m'intéresse. Et du coup, il posera peut-être un commentaire, est-ce que t'as d'autres films comme celui-ci et tout ça. Donc justement, évoquer des mouvements sans forcément aller dedans, comme je peux le faire par moment, ben ça permet quand même aux gens d'être intéressés potentiellement, hein, je dis pas que ça marche à chaque fois, mais d'être intéressés de voir d'autres choses s'ils ont aimé le film. Et par contre, il y a des mouvements que je connais très bien. Il y en a un particulièrement que je connais bien, mais c'est un mouvement qui est ancien, quoi. C'est l'expressionnisme allemand et c'est sur des films qui sont pas de tendance, hein. Tu vas pas faire du putaclic avec la cabinet, enfin la maison de cire, quoi. Je sais plus exactement le titre en fait. Le titre en français, c'est un titre en allemand, mais je rappelle plus du titre en fait. Je t'imagine pas parler de Djali. Oui, tu sais, Mixbuzz, il y a des spécialistes pour tout, hein. Il y en a qui sont plus ancrés dans le cinéma néo-réalisme italien, et il y en a qui vont être dans la nouvelle vague, qui vont vraiment avoir une expertise dessus, qui auront tout vu, et il y en a d'autres qui ont un peu de tout, mais pas de spécialistes en particulier. Mais il y en a qui sont sur des mouvements plus anciens, hein, donc on peut pas être spécialiste de tout. Donc moi, il y a des trucs que je ne connais pas, et il n'y a pas de mal à ça aussi, et puis voilà quoi. Donc c'est pas à avoir le cul entre deux chaises, hein. Je suis condamné à stagner en question de vue. Ah non, mais ça augmentera avec le nombre d'abonnés, hein. Moi je le vois, hein. Et puis c'est pas un problème, hein. Si c'est après avoir une espèce de masse de gens complètement informes, avec des kikoulol qui tapent sous les commentaires prums quand ils sont les premiers à taper le commentaire, moi ça m'intéresse pas, hein. Et puis ce sont des gens qui viennent pas aussi au live, hein. Et pour dire quoi, je sais pas trop, hein. En tout cas pas des trucs qui seront intéressants à écouter. Et ça, c'est le discours de quelqu'un qui va approcher de la trentaine, bien sûr. Alors, quelqu'un qui ouvre une chaîne qui a 20 ans, 19 ans, il aura une autre façon de penser le public. Il aura une autre façon de penser aussi les jeunes qui vont aller l'écouter. Il aura aussi une autre façon de discuter de cinéma, et c'est bien normal.
Alors, moi, j'ai une façon de discuter de cinéma qui est plus âgée, qui est passée par l'université, quelqu'un qui ne pense pas vivre de YouTube et qui ne souhaiterait pas vivre de YouTube. Donc il y a aussi des choses où j'ai pas de pression à avoir. Donc c'est une autre façon de penser, quoi. C'est pas avoir le cul entre deux chaises. Après, là, ce que tu dis, Alban, du coup, je préfère que Valérian en cite sans en être expert. Et de le dire, parce que c'est ça aussi important, c'est reconnaître devant son public que tu n'es pas expert et que tu as des limites. Le dire au public que tu n'es pas monolithique et tout ça, ça permet au public aussi de s'habituer à tes limites. Et de pas tout d'un coup dire « Ah, mais tu connais pas ça, voilà, ou ah, t'as fait une faute et tout ça. » Mais si tu l'as dit avant à ton public, tu prépares, tu vois, tu te prépares la frontière. Hein, et il faut être, bah, tout simplement être honnête avec son public. Plutôt d'essayer de masquer ça en passant sous silence ou en balançant des trucs que tu ne comprends pas. Et moi, j'essaye de faire l'effort de le dire. Quand j'arrive, des fois je le marque carrément en note. Hein. Je ne connais pas trop ce réalisateur ou ce mouvement ou ce que veut dire un terme ou des choses comme ça. Et du coup, faire appel au public qui est peut-être spécialiste et qui peut conseiller des films ou conseiller de lire un livre ou conseiller de faire quelque chose. Voilà. Faire confiance au public. Je vous parle du public pour le film, pour le cinéma, mais là on peut aussi parler du public sur YouTube. Hein. Et il y a des spécialistes. Hein. Alors regardez, pour la dernière critique de La Forteresse Cachée, il y a des gens qui ont trouvé que j'avais parlé de façon maladroite de certaines idées en fait dans ma critique. Charles est venu, ta 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 ta, Charles il est venu, il a calmé le jeu. Du coup moi j'ai aussi lu les conversations et j'ai du coup aussi demandé certains films s'il y a des gens qui pouvaient me conseiller des films et il y en a qui ont répondu aussi présent. Donc le public sert à aiguiller aussi le créateur de contenu. Honnêtement les gars, la fac de ciné c'est accessible à n'importe quel Pékin. Attention, rien contre les asiatiques mon cher Mixbuzz. Avoir une licence de ciné ça rend pas crédible. On a tous des diplômes débiles. La différence est, par rapport à ce que tu dis, puisque moi j'ai une licence de ciné, c'est l'investissement au-delà de ce que tu as appris en cours qui va te rendre crédible. Et les portes d'entrée que tu ouvres, les cours que tu as eu en licence, et ce que tu vas en faire après. C'est ça la différence aussi entre deux personnes qui ont une licence de ciné. Celui qui a investi et celui qui a juste la licence. Et en classe, on a eu vraiment des gens qui étaient investis et des gens qui voulaient juste la licence. Moi, je me suis abonné parce que tu étais le seul de la bande à apprécier Alien Covenant. Je crois que le critique masqué avait bien aimé aussi Alien Covenant. Il l'a mis dans son top de l'année. Moi j'ai bien aimé Alien Covenant parce que je trouvais que la proposition était bien. Et du coup, elle allait pas dans la direction que voulaient les gens. Puis moi j'aime bien ces idées qu'une création de l'homme crée quelque chose qui va détruire l'homme. C'est comme Ian Malcolm dans Jurassic Park qui dit Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Et après, il y a justement Laura Dern qui dit les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre. Et t'as les deux mecs, Sam Neill et Jeff Goldblum, qui se retournent vers Laura Dern et qui la regardent. Et moi, je trouve cette réplique, elle s'applique tellement à ce qu'essaye de faire Ridley Scott en ce moment. Voilà, moi ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse beaucoup la direction qu'a pris Ridley Scott. Et étant donné qu'on parle de démystifier, démythiser même l'alien, le xénomorphe, moi je trouve qu'il est démythisé au moment même où tu as des figurines aliens dans des pochettes de céréales. Donc il a été démystifié bien avant Prometheus. Hein. Donc les mecs viennent pas nous sortir démystifié. Non, il a été démystifié par la culture populaire, la réappropriation de la culture populaire. Donc quand Covenant arrive, il arrive après la guerre. Hein. Donc bon, les gens ont des trains de retard. Hein. Oui, moi je trouve le film est bien. Hein. Après, j'ai pas forcément envie de le revoir comme ça avec des attentes de fou. J'aurais envie de revoir certaines scènes, ça certainement, mais pas forcément le film en entier comme ça maintenant. Mais bon, moi je peux pas trouver que c'était une immondice. Hein. Faut calmer les ardeurs. C'est parce que ça touche à phénomène de société, quand même l'alien, hein, et toute sa mythologie, à quelque chose de culturellement bien ancré, que les gens maintenant ils pensent être les gardiens d'un tombeau. Enfin c'est un peu ridicule. Hein. C'est comme Blade Runner, hein, c'était comme Blade Runner.
Écoutez, on va s'arrêter là. C'était une bonne session. Je vous remercie d'être venu pour discuter avec moi, me poser ces questions et finalement voilà, tailler le bout de gras. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine suivante. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!